Bienvenue pour un nouvel épisode Pixis, le podcast. Alors nous sommes aujourd'hui à Namur chez un client qu'on ne va pas citer et j'ai la chance et l'honneur d'être avec Christian Lapointe, avec moi notre formateur vedette et phare, j'ai envie de dire en Belgique, on le voit souvent. Pixis, c'est un groupe où chaque entité est indépendante qui existe en Belgique, en Suisse, en France, Au Canada. au Canada. Accompagnement agile, formation, coaching, et on a tout un catalogue de formations Scrum, et c'est dans le cadre de ces formations Scrum que souvent nous collaborons en Belgique. Et Christian a 3 casquettes. Il en parlera peut-être. Il a une casquette Pixis Belgique, puisqu'il collabore avec nous, une casquette France avec Des Conseils. Est-ce que tu interviens aussi en Suisse avec Pixis Suisse? Oui, ça arrive. Même chose pour faire des formations là-bas avec Sabrina Ferlisi, qui est ma collègue traîneur Scrum. Alors ça, c'est bien que tu commences comme ça, parce que justement, avant de te présenter toi, puisqu'on place le contexte et on parle du groupe des interactions Pixis, moi j'avais envie aujourd'hui que tu me présentes un peu tes collègues directs. Odd Conseil, c'est 3 personnes en France. Oui, on fait partie du réseau Pixis. On travaille étroitement avec la Belgique, avec la Suisse, encore un peu avec le Canada aussi. Coaching, formation, une direction un peu plus développement relationnel aussi qui se met en place. Donc, des formations un peu plus de savoir dire non, par exemple, ou de comment prendre des décisions. Donc, quelque chose qui sort un petit peu de l'agilité, qui s'en vont plus dans le développement de la conscience ou du savoir-être qui se met en place tranquillement. Donc, je suis associé à Odd Conseil avec Éric Séguier, avec lequel on a créé cette structure en 2015. Et s'est joint à nous Sarah Guedes, qui est notre directrice, coordinatrice de formation. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui a rapport à l'administration autour de la formation. Et maintenant, on va un peu parler de toi, Christian, parce que c'est important que les auditeurs et auditrices et surtout les personnes qui vont suivre les formations, ils voient parfois passer ton nom, mais ils savent pas trop qui tu es. On a remarqué que tu as un petit accent qui nous vient du Canada. J'ai envie de te poser la question sous cette forme de ton rêve d'adolescent à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es aligné avec ton rêve? Et la deuxième partie de la question sera, qu'est-ce qui t'amène à l'agilité finalement, Christian? Raconte-nous. Jolie question. J'avais le rêve de partir, moi, d'aller visiter l'Europe. C'est un rêve que j'avais depuis quand j'étais tout petit. Ma mère, qui a passé du temps en Europe, elle me montrait des photos. Donc, j'ai grandi en regardant des diaporamas, des photos que ma mère avait prises dans différents pays d'Europe quand elle était plus jeune et quand elle avait habité 2 ans en Europe. Et ça m'est resté marqué. Donc, la raison pour laquelle j'ai quitté le Canada pour m'en venir en premier en Suisse, j'ai passé 4 ans en Suisse, c'était justement pour visiter cette Europe-là et pouvoir en profiter un petit peu. Donc, j'ai voyagé beaucoup dans les 4 coins de l'Europe dans les 4 premières années où j'étais là. Et j'ai utilisé mon statut de formateur Scrum pour aller donner des formations à partir de Genève à Paris, mais aussi à Bruxelles. C'est là qu'étaient les débuts de Pixis Belgique. Les premières formations que je suis venu donner à Bruxelles, c'était même avant que Pixis Belgique existe avec Norman et Pierre-Emmanuel. C'était au tout début de cette aventure. Et je suis venu en Europe pour 2-3 ans. Ça, c'était en 2011. Voilà. Les choses font que je suis resté, j'ai découvert des amis, je me suis investi dans des projets. Après 4 ans en Suisse, j'ai quitté la Suisse pour aller en France pour démarrer Odd Conseil. Donc, c'est moi qui avais lancé Pixis Suisse à l'époque avec un collègue Gaël. Et ensuite, je suis revenu en France pour lancer Odd Conseil. On n'a pas pu prendre le nom Pixis parce que pour des problèmes de précédence, il y avait déjà une entreprise qui avait ce nom-là. Donc, on a choisi un autre nom. Mais on était là, la marque Pixis en France. Est-ce que tu es aligné avec ton rêve? Oui, puisque tu voulais voyager en Europe, c'est fait. Maintenant, j'ai envie de te demander, c'était quoi ta formation et c'était quoi ton premier métier? Je lavais des voitures dans un car wash, mais je dirais que mon premier vrai métier, moi, j'ai fait des études développeur logiciel. Donc, moi, j'ai fait des études pour devenir développeur. Donc, au millénaire passé, j'étais développeur logiciel, je faisais du code et j'étais dans ce joli monde pré-agilité. Au début des années 90, je développais du logiciel et j'ai vécu un peu cette souffrance ou ce passage qu'il y avait à cette époque-là des gestions de projets classiques, alors que tout se mettait à bouger beaucoup trop rapidement pour réussir à faire des projets. Il y avait la complexité qui explosait partout, les nouvelles technologies qui étaient là, l'Internet, le web. C'était assez compliqué et de se faire dire que les devs, vous faites que des bugs, vous êtes toujours en retard, on ne peut pas se fier à vous. Franchement, c'était un métier que j'adorais quand j'étais à l'école et qui, d'un coup, c'est devenu super lourd et super difficile à vivre quand j'étais dans les entreprises. J'ai dit, ça y est, moi, je vais quitter ce truc-là parce que c'est pas pour moi. Et je suis tombé sur Extreme Programming et Scrum au tout début des années 2000 et j'ai découvert un truc. Ah oui, c'est bien. Là, il y a un truc un peu plus adapté. Il y a quelqu'un qui comprend les difficultés de ce que c'est de développer un produit en informatique et qui ont essayé de créer des méthodes ou des façons de faire qui étaient adaptées à ces difficultés-là. Et donc, je suis tombé dans la soupe Scrum assez tôt.
J'ai eu ma première formation avec Ken Schwaber en 2002. Et c'est ça, donc c'était au tout début. Et à partir de là, j'ai resté dans le monde du développement logiciel. J'ai continué à être développeur, mais en essayant de mettre Scrum en place et Extreme Programming en place. Et tranquillement, j'ai pris cette casquette de... À une époque, j'étais développeur, Scrum Master et PO pour un projet parce qu'il n'y avait que moi qui savais qui voulait en faire et qui voulait faire quelque chose avec tout ça. Et tranquillement, j'ai passé à Scrum Master à les gens qui ont commencé à me dire peux-tu venir nous montrer comment tu faisais? Donc, je suis passé de Scrum Master à coach agile, à formateur Scrum et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, c'est pas mal ça qui est mon cœur de métier dans le cadre de Pixis, c'est-à-dire je donne des formations Scrum et j'accompagne, je fais du coaching en entreprise, en organisation pour les aider à faire de l'agilité. Alors, on trouve évidemment les formations sur notre site. On a des dates qu'on propose à Genève, à Paris, en Belgique, à Nivelles, parce que le siège de Pixis Belgique est à Nivelles. On a des formations en ligne. Puis surtout, ce qu'on va dire, c'est que non seulement il y a des dates qui sont annoncées sur le site, mais il y a des dates qui sont possibles en entreprise à la demande. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, chez ce client, il nous a fait une demande, on lui a proposé une date spécifique. Et alors, on est venu dans leurs locaux leur faire une formation de Product Owner, puisqu'on parlait de PO tout à l'heure, on va être précis. Quelles sont les formations qui sont les plus demandées et les plus pertinentes, même si on sait que le catalogue, il a sa logique et sa raison d'être? Il y a 3 formations phares, si on veut. Il y a la première qui est la PSM, la Professional Scrum Master, qui est cette formation où on va essayer d'approfondir le rôle ou la responsabilité de Scrum Master. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être un ou une Scrum Master aujourd'hui? Et non, c'est pas le chef de projet qui doit s'assurer que tout le monde livre les trucs à temps. C'est vraiment autre chose. La formation Product Owner, Professional Scrum Product Owner, qui là va faire la même chose, mais approfondir ce rôle du Product Owner ou de la Product Owner qui a comme responsabilité de maximiser la valeur du produit. Donc, c'est vraiment, je le disais aujourd'hui dans la formation, Scrum, c'est pas tellement un outil de gestion de projet, c'est un outil de gestion de produit. Et vraiment, cette idée d'avoir une personne qui pilote la valeur livrée, c'est ça le rôle du Product Owner ou de la Product Owner, c'est maximiser la valeur livrée. Je dirais que c'est la formation qui prend de plus en plus de place, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, je donnais 3 formations Scrum Master pour une formation Product Owner, puis aujourd'hui, c'est inversé. Je donne plus de formations Product Owner. C'est là, on s'est rendu compte, je pense, dans l'industrie qu'on veut faire du Scrum, mais c'est important d'avoir une personne qui a une vision différente de qu'est-ce que ça veut dire livrer un produit de façon itérative et incrémentale. Donc, c'est vraiment un rôle intéressant. Il y a une autre formation qui s'appelle APS, qui est Applying Professional Scrum, qui est la formation d'introduction à Scrum. Mais la troisième formation qui, pour moi, prend beaucoup de l'ampleur, c'est Professional Scrum with Kanban. Donc, Kanban est vraiment un outil qui aide les gens à améliorer leur flot de production de valeur. Et souvent, on entend les gens vouloir choisir entre Scrum ou Kanban. Et j'ai envie de dire, prenez le meilleur des deux mondes. Et c'est possible d'utiliser les indicateurs et les pratiques Kanban à l'intérieur de Scrum. Et on a une formation qui s'appelle Professional Scrum with Kanban, PSK, qui est merveilleuse, qui prend 2 jours aussi et qui vraiment aide les équipes à avoir le meilleur des deux mondes. Tu es formateur avec des capacités de pouvoir faire certifier les formations. On paye un montant dans lequel il y a la certification qui est prévue avec un test. On n'est pas certifié parce qu'on suit la formation. On a un test à faire dans les 14 jours. Par contre, ce qui se passe, c'est que si on fait dans les 14 jours ce test, on reçoit une deuxième chance, un deuxième voucher pour se rattraper. Si on se plante, comme on dit gentiment, au premier test, c'est comme ça que ça marche. Et cette certification, on peut l'acheter aussi sans prendre le cours. Donc, on a essayé de décorréler certification et cours. Et c'est un des trucs qui nous a attirés, ça, au début, parce qu'on avait ce choix de différents organismes de certification. Et c'est un choix qu'on a fait à Pixis à une époque, parce qu'on a été impliqué dès le départ dans le projet Scrum.org par Ken Schwaber. Les gens de Pixis au Canada, on a aidé à développer les premières versions du cours. Donc, c'est un choix qui s'est fait un peu naturellement. Il y avait un fit qui marchait bien avec cette idée de Scrum professionnel. Et c'est vraiment ce côté éthique, ce côté d'être fier du travail qu'on fait, le côté de dire non, mais c'est un vrai métier. Si on fait n'importe quoi un jour, les gens vont en subir des conséquences. Donc ça veut dire quoi d'avoir une éthique professionnelle? Donc, il y avait cette image-là qui était là derrière Scrum.org qui nous a bien plu, nous, à l'époque, les développeurs Scrum et les Scrum Masters chez Pixis au Canada. Donc, on s'est associé avec Scrum.org plutôt que d'autres. Et il y aurait eu d'autres raisons d'aller ailleurs. C'était le choix qu'on a fait parce que c'était cohérent avec nos valeurs. Et c'est pour ça qu'on est resté avec ces organismes-là. Moi, je suis traîneur PST, Professional Scrum Trainer, donc certifié chez Scrum.org. Et les formations que je donne, en effet, donnent accès à ces certifications. L'essentiel, c'est la formation. En général, elles sont sur 2 jours. Il y a 1 ou 2 exceptions où c'est une formation d'1 journée. Mais la formation, en général, c'est 2 jours. Ici, on parle de la possibilité de se faire certifier. Mais est-ce que c'est important pour toi de voir un profil sur LinkedIn ou un CV qui annonce il y a une certification? Est-ce que c'est primordial? Comment tu perçois cet aspect-là, toi, personnellement? J'ai l'impression que
Pour moi, c'est pas primordial du tout. Moi, je suis content d'avoir la certification personnellement parce que le processus que ça m'a demandé de passer à travers l'assertif, je l'ai trouvé intéressant. Il m'a aidé à apprendre. Tu fais l'examen une première fois, tu le réussis, bon, tu es content, mais tu t'essaies l'examen niveau 2, et là, tu le manques, et là, tu étudies, tu regardes les trucs, et ça te force à apprendre. Donc, aller dans une formation pendant 2 jours et se faire, excusez le langage, se faire régurgiter de la théorie sur la gueule pendant 2 jours, c'est pas ça qui fait qu'on connaît Scrum. C'est par l'expérience, c'est par la pratique. Et aussi de commencer à regarder un petit peu, à essayer de répondre à la certification. Pour moi, ça m'a aidé à étudier, à essayer de comprendre quelque chose, puis ça l'a validé. Ah, tiens, j'ai compris ce qu'on me dit. Après ça, qu'est-ce que ça vaut sur le marché? Je ne sais pas. Est-ce que des gens viennent me voir et disent ah, wow, tu as une certification PSM1, donc tu connais Scrum? Je ne sais pas. Je suis capable de répondre aux questions de l'examen. Moi, ça m'a aidé à me préparer. Donc, j'ai apprécié, moi, me certifier. Je ne sais pas si tu me dis que tu es certifié PSM1. Je vais peut-être avoir à me dire hey, tiens, du coup, on a sûrement des choses en commun qu'on peut partager, mais peut-être que aussi tu n'utilises pas Scrum correctement. C'est le problème des certifications. Alors, il y a 3 niveaux de certification. En fait, il y a une distinction, comme je disais, entre les formations et les certifications. Donc, il y a 2 niveaux de formation, PSM et PSM Advanced, donc Professional Scrum Master et Professional Scrum Master Advanced. Et il y a Professional Scrum Product Owner et Professional Scrum Product Owner Advanced. Ça fait 2 niveaux de formation, mais il y a 3 niveaux de certif. Et le 3e niveau de certification, il n'y a pas vraiment une formation qui va avec. Il y a juste, est-ce que je me pratique? Est-ce que j'en fais depuis 5 ans? Je connais les choses, j'ai appris et j'ai surtout été faire des formations à côté. Tu disais un petit peu plus tôt que le catalogue était impressionnant. Oui, je suis product owner, mais j'ai aussi été voir la PSU, donc la Professional Scrum with User Experience. Et j'ai aussi regardé la PAL IBM, Professional Agile Leadership, Evidence-Based Management, pour essayer de faire des tableaux de KPI et de KVI. Donc, j'ai été capable d'aller chercher d'autres choses autour et je peux dire, ah oui, je suis un product owner et. Donc, et plus. Et c'est ça le niveau 3. Donc, c'est plutôt voir à quel point je suis product owner et j'ai pris un espace plus grand que seulement le travail de product owner. Alors maintenant, on va parler un peu plus généralement. Quelle est ta vision sur l'agilité actuellement, Christian? Parce qu'il n'y a rien de tel que demander à un formateur. On peut demander des feedbacks aux entreprises sur comment ça se passe. Moi, je le demande parfois et j'entends des entreprises qui me disent « Ouais, mais… » Il y a le fameux « mais » qui vient parfois derrière. Et toi, ta vision de formateur, quel bilan tu tirais sur toutes ces années de formation actuellement? Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. L'agilité, comme on la voyait quand j'ai commencé au début des années 2000, en 2001, quand le terme a été mis en place, on était encore dans une transition, dans une transformation d'un ancien monde et il y a quelque chose qui a beaucoup évolué. Et en même temps, comme tous ces trucs qui évoluent, il y a eu des gens qui ont fait de la récupération, il y a eu des choses qui sont là. Je ne sais plus ce que ça veut dire agile quand j'arrive dans une entreprise. Les gens disent oui, on est agile, nous, puis je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Là, des fois, j'entends des trucs, je me dis, ouais, vous n'êtes pas agile, vous êtes fragile, ou vous êtes autre chose, ou vous avez juste mis le terme agile pour faire bien, mais je ne sens pas les valeurs agiles. Et pour moi, il y a une différence entre faire de l'agile et être agile. Et c'est ça qui me manque à certains endroits. J'ai une vision, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, il y a eu plein de gens qui ont dit « Ah, c'est génial » et on s'est mis à faire plein de choses et il y a eu de la récupération. Je pense qu'il y a encore du travail pour revenir à retrouver une place dans le balancier et remettre, encore je reviens à ce niveau de professionnalisme, cette idée que faire du freestyle avec de l'agile, ça fait du fragile. Il y a besoin de remettre en place des valeurs, des pourquoi on fait les choses, au lieu de juste dire, ah, ici on fait de l'agile, alors on fait ça, ça, ça. Okay? Et de juste de mettre en place des pratiques sans comprendre pourquoi on le met en place et qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir avec ces pratiques-là. Je vois encore du travail. Peut-être que je suis optimiste, c'est pas grave. Je me dis, de toute façon, on avance et moi, ça me fait du boulot. Mais je vois beaucoup d'endroits où on ne fait pas vraiment de l'agile. Là. Même chose pour Scrum, où on fait du Scrum. Mais c'est dommage, moi, le truc qui me rend vraiment triste, c'est quand je vois des développeurs qui disent on ne veut pas faire de Scrum parce qu'on ne veut pas se faire contrôler ou on ne veut pas se faire micromanager. Je me dis, c'est complètement le contraire. Moi, quand on a mis Scrum en place, c'était justement pour se sortir, pour se donner de l'autonomie, pour dire hey, c'est nous les experts du développement, laissez-nous le contrôle, dites-nous juste ce qu'on a besoin de faire, puis laissez-nous 2 semaines, puis on va le faire, puis vous allez voir, on va vous montrer après ça. Et il y a quelque chose qui a vraiment changé de côté. Ça me rend triste quand je vois des développeurs qui ne veulent pas faire du Scrum parce qu'ils ne veulent pas avoir de se faire manager, mais c'était le contraire au début qu'on voulait ça. Moi, je réagis un peu sur ce que tu dis parce que, j'ai déjà compris qu'il y avait une histoire de comportement humain, de soft skill. C'est une attitude, tu l'as bien mentionné, c'est comprendre les valeurs, pourquoi on fait les choses, et c'est une attitude. Et le deuxième aspect, les structures des entreprises qui sont parfois agiles pour l'IT et pas ailleurs.
Quels sont les freins, en fait, à l'agilité pour une entreprise qui fait sa transition tout doucement au départ? Ce sont quoi les premiers freins? Les premiers freins, c'est continuer à vouloir contrôler ou piloter les budgets ou la façon de faire avec l'ancienne méthode. Ce passage dans le monde de l'agilité, pour moi, l'agilité, c'est accepter qu'il va y avoir du changement, puis être résilient à celui-ci au lieu d'être résistant au changement. Donc, c'est ça l'agilité, c'est être résilient au changement plutôt que d'y être résistant. Et ça nous amène à un endroit où on veut avoir de la flexibilité dans le suivi de ce qui se passe. Et les gens, ils veulent continuer à avoir des certitudes qu'il y avait avant, mais en acceptant l'inconnu. Mais il y a quelque chose qui est incohérent. Et de toute façon, avant, il n'y avait pas des certitudes. J'aime ça dire ça. Les gens, ils préfèrent avoir une réponse précisément fausse qu'un truc à peu près vrai. OK? Fait qu'avant, on disait ça va prendre 217 jours et ça va coûter de temps. C'était faux, mais les gens étaient contents. Il y avait un chiffre, ils pouvaient s'accrocher à ce chiffre-là. Et à la fin, on n'a pas ce résultat-là. Et là, on peut blâmer les gens parce que, ah non, mais c'était pas le bon chiffre. Oui, mais le chiffre qu'on nous a demandé au début, on savait déjà qu'il n'était pas bon. C'est juste que vous vouliez avoir un chiffre. Il y a tout ça autour, toute la structure autour des organisations qui n'est pas une structure où on accepte l'inconnu. Fait que je pense que le plus gros défi pour les organisations aujourd'hui, c'est de dire on est dans un monde VUCA world, donc un monde volatile, plein de uncertainties, de la complexité et de processus adaptatifs, donc des choses qui s'adaptent. On a beau mettre des rustines en place et le problème trouve une nouvelle façon de passer ou d'évoluer aussi au fur et à mesure qu'on patche le problème ou qu'on résout le problème. Ce monde-là, donc cette incertitude-là, elle est présente tout le temps. Et les entreprises, ils ne veulent pas l'accepter, cette certitude-là. Donc, on veut mettre en place du contrôle, on veut avoir des certitudes. La capacité à accepter l'incertitude, je pense que c'est la capacité à développer pour les entreprises. Et avoir confiance que si on a des personnes dans nos produits qui sont engagées, qui sont fiers ou qui ont envie de faire un bon boulot et qu'on leur dit c'est quoi qu'on a besoin, okay, et pourquoi on a besoin, que ces gens-là, ils vont trouver la bonne solution puis ils vont faire le bon boulot. On n'a pas besoin de micromanager tout ça et ça va nous aider beaucoup. De mon point de vue, c'est justement les entreprises qui n'englobent pas l'agilité dans tous les départements qui vont peut-être avoir plus de difficultés parce qu'à un moment donné, les deux se croisent et vont en contradiction l'un avec l'autre. Comment tu vois ton futur? Est-ce que tu dois faire le formateur longtemps? Quand j'entends cette tristesse, est-ce qu'elle te fait penser ça me freine ou est-ce qu'au contraire, elle t'encourage et te dire comme tu disais tantôt, il y a encore beaucoup de boulot, je vais mettre 10 fois plus d'énergie. Où tu te situes pour l'instant par rapport à ça, Christian? Pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a je vieillis et mes intérêts changent et je développe d'autres compétences, d'autres capacités que j'ai envie de donner. Donc, peut-être que je vais devenir formateur de formateurs ou je ne sais pas, mais présentement, j'ai encore beaucoup de plaisir à donner des formations comme Product Owner, comme on fait aujourd'hui, ou des formations Scrum Master ou même Professional Scrum with Kanban. Ça me plaît bien. Je crois au discours que je dis. Donc, à partir du moment où ce que j'enseigne, ça fait du sens pour moi, j'ai pas de souci. La journée où j'y croirai plus, là, ça va être plus difficile. Les gens qui viennent, moi, j'arrose le grand feu avec comme un petit oiseau, je mets des gouttes d'eau sur le feu, je vois bien tout ce qui est là, mais on change une personne à la fois. Hein? Donc, j'espère, moi, que dans les formations Scrum, les gens qui viennent à nos formations Professional Scrum ressortent avec une meilleure idée de mais c'est quoi l'agilité, c'est quoi qu'on a besoin et comment je fais bouger les choses dans mon entreprise. Et voilà, c'est comme ça que je fais avancer les trucs. J'ai abandonné l'idée d'aller transformer des grandes organisations avec juste en 3 semaines ou en formant l'équipe de management. Il y a quelque chose qui doit changer beaucoup plus à la base. Hein. Les cultures d'entreprise, c'est les histoires que les gens se racontent au jour le jour, pas les 5 valeurs qui sont affichées au mur. Donc, je me dis, il faut changer comment les gens travaillent, comment les gens se voient dans leur travail, puis c'est ça qui va aider à changer. Dans les formations, tu mentionnes aussi un peu l'histoire de Scrum et tu expliques un peu quand c'est apparu, dans les bouleversements importants qu'il y a eu dans la société. Et moi, j'ai envie de dire, mais on approche les processeurs quantiques, la décentralisation du web, et tous ces phénomènes-là vont être une véritable bombe à retardement pour les entreprises. Elles vont devoir se repositionner, se remettre en question. Et je dirais que si on parlait des grandes claques qui vont bouleverser le monde, c'est le troisième qui arrive à grands pas. Est-ce que c'est pas en fait ça qui va peut-être réveiller toutes ces entreprises et les mettre au pied du mur en se disant, si j'avais su, je me serais peut-être mis à l'agile beaucoup plus tôt parce que là, je vais souffrir. Peut-être que ça va être trop tard pour elles. J'ai aucune idée. Hein. Peut-être qu'ils vont manquer le train. On parlait de certaines de ces entreprises qui n'ont pas réussi. Je ne veux pas nécessairement les nommer, je ne sais pas, mais Blockbuster aux États-Unis ou BlackBerry ou Kodak, qui sont des entreprises qui étaient au top de leur métier et qui finalement n'ont pas réussi à faire le passage quand il y a eu des grands bouleversements. Et ce que je trouve intéressant de l'agilité, c'est justement cette résilience au changement. Donc, les entreprises qui n'ont pas réussi à développer cette agilité aujourd'hui, elles vont se taper dans le mur et
Est-ce qu'elles vont disparaître? Je ne sais pas, mais on va se faire remplacer par d'autres choses ou ça va faire mal, comme tu dis. On leur souhaite d'être flexibles et résilientes, je crois que c'est le bon terme. Comment tu vois le futur de l'agilité, toi? Avec ou sans ce que je viens de faire comme commentaire, mais comment toi tu le ressens en tant que formateur, ce futur agile? Je ne pense pas que je peux parler pour le futur de l'agilité ou tout ça. Ce que je me rends compte, c'est que ces grandes entreprises, ces grosses structures en mode pyramidal, toute cette structure-là, ça amène de la lourdeur. Moi, je suis vraiment pour créer des petites entreprises de 7, 10, 15 personnes qui sont très focus, très ciblées et qui sont en coopération avec d'autres entreprises. Ce qu'on fait avec le réseau Pixis en Europe, on est 3 petites boîtes et quand on veut faire des grosses choses, on se met ensemble. Ce que j'appelle, moi, des réseaux auto-organisés, d'entreprises auto-organisées. Pour moi, c'est ça, le futur que j'aimerais qu'il soit là. C'est celui sur lequel je travaille. Donc, arrêtez de penser qu'on peut faire des organisations avec 200 puis 300 personnes et continuer à garder ça humain. Même si on a un département de ressources humaines, déjà d'appeler les humains des ressources, c'est peut-être qu'on se pose une question, là. Le futur de l'agilité, c'est on revient à des toutes petites structures liées ensemble par différentes raisons, parce qu'ils ont un projet commun, mais qui peuvent être auto-organisées et s'en aller. Donc, plutôt un réseau comme un réseau neuronal, par exemple, ou dans cette image-là qui arrive, au lieu d'une grosse pyramide, d'avoir quelque chose de beaucoup plus flexible. Et là, les réseaux, les choses peuvent se redéfaire, reformer, travailler ensemble différemment au fur et à mesure des besoins, au lieu d'être obligé de faire des restructurations dans l'entreprise des directeurs et là, à qui est-ce qu'on met les prochains employés? Et là, il faut qu'on change le titre du poste. Tout ça, c'est tout de la structure et du blabla qui sont inutiles, qui n'aident pas à produire, qui mettent un focus ailleurs sur la structure. Gardons, pour moi, le futur, c'est des toutes petites cellules auto-organisées qui ont vraiment un focus sur une production d'une certaine valeur et qui trouvent et qui s'organisent avec d'autres cellules autour pour réussir à faire quelque chose de plus gros. Tu vas rejoindre assez fort ce que je pense, à titre personnel, c'est qu'il y a un futur qui va vers l'ubérisation du contrat de travail dans les entreprises. D'une part, il y a des entreprises qui font de l'intrapreneurship, qui devient une boîte autonome dans la boîte. Et ça, c'est le symptôme qu'effectivement, il y a des entreprises qui ont déjà compris que ça, c'est peut-être aussi une réponse. Alors, on n'est pas là pour juger, on laissera le temps nous dire ce qu'il en est. Et je serais bien curieux de voir le futur. Alors, Christian, on va clôturer cette interview avec une petite question sympa. Quand tu commences tes formations, tu fais un tour de table auprès des gens et tu leur dis, présente-toi en 2-3 minutes et raconte-moi un truc que tu n'aurais pas pensé dire aujourd'hui. Et je vais un peu te poser la même question, Christian. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu t'attendais pas à me raconter aujourd'hui au micro devant tout le monde? J'étais venu avec l'idée de parler de mon travail de formateur Scrum et de coach agile, mais je développe une pratique thérapeutique à côté et je fais des ateliers de développement personnel et de thérapie familiale. Donc, c'est mon autre côté de moi qui est là. Donc, c'est peut-être ça mon futur pour moi. C'est plutôt dans cette direction. Tu veux en dire un petit mot en plus? Si jamais vous êtes intéressé, allez voir changer-grandir.org. C'est la vitrine dans laquelle, avec un autre collègue, Emmanuel Gaillot, j'affiche cette activité. Je suis la page, donc je suis assez curieux, tu vois, j'étais un peu enquêté de mon côté. Les auditeurs et auditrices veulent te contacter, ils passent par Pod en France. Est-ce que tu es ouvert à ce qu'on t'invite sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut le faire? Je regarde toujours. Est-ce que ça a l'air des gens qui veulent me vendre des trucs? Là, je dis non. Les gens qui m'envoient des connexions, je me connecte. Surtout s'ils me mettent un petit mot. Je t'ai entendu parler au podcast avec Michel. Connectons-nous, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les gens dans tes classes? Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? La curiosité. Et le challenge aussi. J'aime bien que les gens disent « Ah, mais attends, tu dis ça, mais peut-être pas. » Donc, moi, ça permet aussi d'approfondir les sujets. Donc, j'aime bien les gens qui sont à la fois curieux et pas naïfs. Voilà, cette belle dualité ouvert et prêt à tenir ma place. C'est une belle conclusion. Je te remercie. À bientôt, Christian. Salut.